Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être reçus par Maïté, qui est la patronne de Booster Game et qui est une serial entrepreneuse depuis une douzaine d'années maintenant, puisque tu as racheté Booster en 2001, je crois. Tout à fait. Alors, si j'avais à te résumer, Maïté, ce serait en 4 points. Donc, tu as 4 entreprises qui génèrent des millions d'euros. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu génères jusqu'à 1000 bulletins de salaire par mois. Tout à fait. Dans les périodes de rush. Mhm. Tu as un plan, c'est de travailler un seul jour par semaine. Ça, c'est depuis peu. Hein. c'est depuis peu. Ça n'a hein. pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ça, c'est depuis peu, ça. Et en tout cas, ça se présente bien. Ça se présente bien. Pour le moment, c'est en bonne voie. Le plan fonctionne. Le plan fonctionne. Le plan A fonctionne. À titre d'info, tu t'es dit quand que tu voulais travailler un seul jour par semaine? Oh, il y a déjà quelques années que j'y pense, suite à un problème de santé où je me suis dit que ça serait bien de réduire un peu la voilure. Et là, j'ai le grand bonheur de m'entourer d'un très bon directeur général qui reprend en fait Thierry Chabrol. Voilà, Thierry Chabrol qui reprend en fait tout le groupe et qui fait ça avec excellence. Donc du coup, ça me permet d'avoir un peu de temps pour m'occuper de mes enfants et d'autres activités et peut-être de donner un petit coup de main aux gens. Donc entre le moment où tu as pris la décision et maintenant, il s'est écoulé quoi, 3 ans? 3 ans. C'est ça? Ouais. Pour mon plus grand bonheur, je vais pouvoir aller m'amuser sur d'autres cieux. Et profiter de ta famille. Tout à fait. Génial. Alors, il y a un autre point aussi qui est important chez toi qui m'a souvent frappé, mis à part le nerf de bœuf qu'il y a sous ton bureau. Ou le panneau tu prends, tu fais. Tu as un diplôme. Oui. C'est un diplôme de sténodactylo. Tout à fait. Voilà, que tu as eu plus jeune, Ouais. donc. Et tu t'es plu dans cette expérience professionnelle? Écoute, en fait, moi, je découvrais le métier, c'était mon premier job, hein, donc je sortais avec mes diplômes, toute fière. Et concernant la dactylo, j'ai découvert que c'était des grandes machines Japi, des grandes machines à écrire, et qu'il fallait taper à l'époque les devis, factures avec des carbones, et que 3 fautes de plus, c'est ce qui se faisait à l'époque, il fallait jeter le devis alors qu'on était à la dernière ligne. Voilà. Donc, et là, je me suis dit, mais comment ne peut-on pas trouver des solutions pour optimiser et mieux rentabiliser le temps, même d'une assistante? Et c'est là où j'ai découvert quelque part qu'on avait des outils qui étaient, à l'époque, il y a plus d'une vingtaine d'années, sympas, mais pas très adaptés à l'évolution de la vie. Et tu t'es mis à l'informatique très tôt, je crois. Très très tôt, oui. Oui. Moi, ça. Ah oui, je trouvais que c'était tellement passionnant de plus faire les carbones que je me suis dit, mais c'est fantastique. Donc je fais partie des premières secrétaires, en fait, hein, puisqu'on appelait à l'époque une secrétaire, qui tapait ses courriers sur un écran tout noir. Et on tapait HTML, puisque c'est aujourd'hui le standard d'une page web, en fait. Et on tapait HTML, et on tapait le texte, gras, pas gras, italique, etc. Et je trouvais ça magique, je trouvais ça mais fantastique. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le milieu de l'informatique. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais Booster Game est spécialisé dans le high-tech, justement. Donc tu es allé vers ce que tu aimais quand même. Ah oui. Naturellement. Naturellement et à grands pas, hein, parce qu'en fait, j'avais toujours des petites idées. Alors, mon cursus chez Club Internet, etc., m'a beaucoup apporté parce que moi, j'ai fait partie des premières personnes qui travaillaient dans le milieu Internet. On ne tapait pas la page avec derrière boostergame.fr, hein, on tapait des numéros, des adresses IP. On n'avait pas de page de présentation, on téléchargeait des photos. En fait, c'était du contenu, c'était pas du tout ce qui se fait aujourd'hui. Quand tu vois l'évolution, ça doit te changer. Ah, moi, je trouve ça fantastique. Encore une fois, je suis émerveillée par ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a fait glisser rapidement et avec joie, parce qu'en fait, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir pendant toutes ces années à développer, à trouver des solutions informatiques et à apporter à nos clients des solutions très IT, que ce soit par des vagues SMS. Ouais. Exactement. Et c'est ce qui a fait la valeur ajoutée de l'agence. Tourner vers la nouvelle technologie, oui. vers ce qui se fait de nouveau. Et même encore, je reste extrêmement vigilante sur ce qui se fait, pourquoi, comment, etc. Et tous les moyens qui peuvent être adaptés à une structure et qui peuvent optimiser encore une fois la rentabilité d'une société. C'est hyper intéressant. Alors, ce qui est étonnant aussi, et encore plus étonnant que les 4 points que je viens d'énoncer, c'est que avant d'être cette professionnelle aguerrie qui est reconnue par ses pairs pour être une brillante gestionnaire, plébiscitée par la presse, d'ailleurs, si vous voulez, vous aurez une petite vidéo en dessous de télévision de Maïté, tu étais une commerciale qui était sans vraiment perspective de carrière et sans réellement de confiance en soi. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Moi, donc je suis partie avec mon diplôme de sténodactylo, hein, donc on va la faire courte. Là, très rapidement, je m'aperçois qu'aller porter le café à mon patron me posait quand même un souci éthique, hein, parce que chaque fois qu'il me téléphonait, qu'il me disait « je peux avoir un café ?» Et je suis rapidement partie sur toute la partie commerciale où j'ai commencé à vendre tout un tas de produits, que ce soit la cuisine intégrée, l'assurance, enfin tout ce qu'on peut retrouver. Et à l'époque, qui était assez formateur, puisque c'est quand même une très très bonne école et ça l'est toujours. J'ai fait du porte-à-porte aussi, c'est vrai que c'est là que j'ai le plus appris. Exactement.
Et on apprend vraiment les ficelles. Si on veut vraiment devenir un bon commercial, je crois qu'il faut commencer par là et ne pas penser qu'un poste de chef des ventes à 3 500 € serait le bienvenu. Je ne vois pas ce qu'on est capable de distiller auprès des équipes et je ne vois pas ce qu'on est capable de les rassurer et de leur apprendre en termes d'évolution. C'est pas... être un exemple. Exactement, exactement. Donc du coup, je me suis retrouvée faire du commerce et me rendre compte en rentrant de société en société que finalement, j'avais des raisonnements qui étaient pas débiles. C'est-à-dire que donc tu es rentrée commerciale, qu'est-ce qui a décliqué? En fait, moi j'étais super contente parce qu'en fait, je n'étais pas promue pour faire un cheval de course. J'étais plutôt dans la récurrence qui va bien. Et j'ai un jour... Pas spécialement dans le confort, mais parce que pas confiance en soi, pas spécialement stimulée par l'éducation nationale qui a fait que on puisse me dire, ben voilà, tu as un bel avenir, tu vas faire... On me disait toujours, voilà, on me disait toujours, vous êtes une turne, je sais pas ce qu'on va faire de vous. Ah bon, ben écoutez, je n'avais pas besoin de post-it pour ça, mais c'était un peu C'est malheureux si on fait confiance. Oui, non, c'est surtout que l'on croit ce qu'on nous dit. Et c'est là où je trouve dommage qu'on déformate certaines intelligences à la base, parce que je suis persuadée que tout le monde a une forme d'intelligence, et que en passant par des canaux qui sont aujourd'hui stéréotypés et dans notre cadre de société, on affaiblisse ou on détruise certaines intelligences et on finalement fabrique des gens qui n'ont pas d'ambition, pensent ne pas valoir pour faire certaines choses et que, alors dans la finalité, on est tous capables de faire. Je veux dire là-dessus, j'en suis la preuve vivante, puisqu'on m'avait demandé de retripler ma 5e. Donc c'est là où on s'est dit, bon là on va pas en faire grand chose la pauvre petite, mais c'est assez sympa aussi puisque revenir d'aussi loin, travailler avec des gens, tout à fait, et là on se dit, moi ce que je me suis dit pendant des années c'est, je suis pas très douée, il faut vraiment que j'apprenne des gens. Et quand je rentrais dans une boîte, je faisais l'éponge, ça veut dire que je m'imprégnais de la culture d'entreprise, du travail, des méthodologies, etc. J'essayais d'analyser ce qui était bon ou mauvais, d'après moi. Je n'imposais pas en disant c'est comme ça qu'il faudrait faire. Et j'ai commencé à le faire quand je suis rentrée chez Club Internet, où là, je suis rentrée à la bas de l'échelle, puisque je suis rentrée comme simple commerciale après des expériences un peu plus élevées, mais je voulais rentrer à l'époque dans une société IT assez sympa où on s'amusait sur toute la partie high-tech, etc. Et là, je me suis retrouvée avec des gens qui, avec la force des choses, à avoir des raisonnements. Alors, pas de recul dans ce nouveau métier, dans ce nouveau marché, parce que l'Internet démarrait. Pas d'analyse, on n'avait rien, quoi. C'était vraiment, on était tous à tâtons. Et puis, avec certaines idées, avec certaines façons, des méthodologies que j'avais apprises donc, par les années passées, on a commencé à me dire, mais c'est super intelligent, c'est de moi dont vous parlez. Et c'était très amusant, puisque là, je me suis vue un jour avec une brigade de contrôleurs de gestion qui allait derrière moi. Je gérais toute la direction commerciale, j'avais des commerciaux, j'avais tout le réseau de distribution à ma charge, j'avais les 1200 boutiques à l'époque chez Club Internet, et tout ça parce qu'à un moment donné, le raisonnement et mon bon sens ont fait qu'on a su prendre les bonnes décisions et que alors, concours de circonstances aussi, hein, les projets ou les choses que je menais étaient toujours un succès. Donc quelque part, à un moment donné, au bout d'1 an ou 2 ans, on vous dit, écoutez, c'est bon, on fait ce qui m'a été dit. Donc c'était assez sympa, assez instructif pour moi. C'est ce qui t'a donné confiance, réellement, en oui, tes capacités. Alors là, moi j'ai appris 3 choses. La première, c'est la prise de conscience de mon bon sens. Parce que moi, je suis allée un jour voir ma directrice générale à l'époque et je lui ai dit, vous êtes branque. Hein. Vous êtes en train de me donner des millions d'euros à gérer. Vous êtes en train de me donner, j'ai une équipe de X personnes à gérer. Vous êtes branque, vous n'êtes pas bien. Elle m'a regardé, elle a souri et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, on t'aidera. Et là, j'ai pris conscience. Ah oui, non, moi je me suis dit, ces gens-là me voient de l'extérieur, ce que je ne suis pas de l'intérieur. Donc, par honnêteté, je vais aller les voir et juste leur expliquer qu'à un moment donné... Vous êtes trompé. C'est de moi, mais alors là, on a juste un petit souci entre l'emballage et non. Et finalement, ça a été un franc succès et j'ai été soutenue et on a fait un excellent travail. Le déclic que j'ai eu là, donc... c'est cette prise de conscience où j'avais du bon sens, ça veut dire que tout ce que je faisais fonctionnait. Alors après, on pourra m'expliquer de la chance, etc., mais je n'y crois pas trop. À l'aube de mes 44 ans, voilà, à l'aube de mes 44 ans, je l'ai cru pendant un moment donné de ma vie, je pensais que j'avais une chance, une baraka de dingue, mais je pense aujourd'hui que le raisonnement fait qu'à un moment donné, on prend les bonnes décisions ou les mauvaises décisions. J'ai appris aussi à gérer les grosses structures, tout ce qui était les gros process, parce que moi j'avais toujours travaillé dans une petite structure et on n'avait pas tout ça. Les budgets, les contrôles de gestion, les juridiques, les marketing, etc. Donc j'ai appris à travailler avec ces gens-là et à bien comprendre leur fonctionnement, parce que c'est toujours... alors ceux qui sont marketing sont des gens hyper méga intelligents.
normal. Il y a eux et les autres. Voilà, il y a eux et les autres. Hein, voilà. Donc il y a deux clans, c'est pas Dieu et le reste de la société, non, c'est le marketing et le reste. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, chacun avait sa place, mais pas au poids où facialement on veut bien donner l'étiquette qui est donnée aujourd'hui. Donc ça, c'était... Et puis après, j'ai appris à travailler en communauté. Parce que une chose très importante. Solo, toi. Ah oui, moi j'étais plutôt solo, le couteau entre les dents, les deux peintures de guerre, et puis on y va, hein, à plat ventre. Voilà, à plat ventre, on y va. Ouais. Et là, je me suis vue travailler avec des gens, gérer le politiquement correct, gérer des états d'âme des équipes, gérer des conflits entre services. Enfin voilà, tout ce qui travaille avec, une boîte de plus de 600 personnes, sachant que j'avais la direction commerciale en charge, où c'est quand même le poste clé, parce que c'est là où on ramène le business. Et que quelque part, la fidélisation, le marketing, enfin tout le monde dépend un petit peu de tout ça, parce que c'est enchevêtré, et puis le commerce, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc voilà, donc j'ai appris... Énormément. Oui, je me suis régalée d'ailleurs. Chez Club. C'est ce qui a fait que ça t'a donné vraiment confiance en toi, ça a été ta rampe de lancement, quoi. Oui, j'ai beaucoup donné en temps de travail, puisque je travaillais sur Paris à l'époque et je rentrais le week-end sur Toulouse. J'ai beaucoup donné, mais j'ai beaucoup appris. Donc les comptes aujourd'hui sont à zéro. Ouais, c'est vraiment voilà, c'est un investissement que tu regrettes absolument pas. Absolument pas. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai rencontré des gens formidables et j'ai eu la chance de travailler avec des gens extrêmement brillants, qui m'ont beaucoup appris aussi, et ça n'a pas de prix. Donc là, tu es Club Internet, quelle décision tu prends? Pour quelle raison tu t'en vas de Club Internet? Oh, je m'en vais pour une décision encore, je dirais, un peu basique, hein, puisque dans ces cas-là, on ne prend pas toujours. Je me retrouve avec, à l'époque, un nouveau directeur de marketing, qui venait d'une grande boîte publicitaire sur Paris et qui avait un semblant de fonctionnement très publicitaire. Donc loin du commerce, loin du terrain, sur lesquels je passais mon temps à justifier le pourquoi du comment. Et puis là, j'ai décidé de rentrer sur Toulouse, puisqu'à l'époque, mon époux était sur Toulouse. Enfin bref, c'est un peu compliqué comme vie de famille. Donc je dis, bon ben voilà, on va rentrer. Et là, je me retrouve avec, à l'époque, l'ancien booster, avant de le racheter, qui me dit, voilà, on cherche un directeur général du groupe, est-ce que ça peut t'intéresser, etc. Tu travaillais avec eux, je crois, c'est ça? Et tout à fait, c'est un prestataire à l'époque de Club Internet. Et je me retrouve à rentrer donc au sein du groupe, comme DG, à faire un plan social parce que le groupe était en très très mauvaise posture. Ouais. Donc avec plus de 180 licenciements que j'ai absolument voulu faire personnellement. Je ne sais pas si je le referai aujourd'hui, vous voyez, c'est quand même quelque chose, c'est éprouvant. Ouais, c'est éprouvant, c'est très éprouvant et c'est pas toujours facile. Bien sûr. Mais ce qui est compréhensible dans la tête des gens, hein, vous avez un directeur général qui arrive, le problème c'est que, encore une fois, il faut juste se poser la question. Dans ces cas-là, j'ai une image qui n'est pas très jolie, mais qui est nécessaire à l'entreprise. Qui est nécessaire à l'entreprise, c'est prendre des décisions dans le vent affectif, juste se mettre tous sur le bateau et se dire qu'on va descendre les chutes du Niagara et qu'on ne peut pas tous monter sur le bateau, ou on est tous sur le bateau et on est en train de couler. Qui doit-on sacrifier pour pouvoir mener à bien ce bateau ? Et ça a été une décision extrêmement difficile parce qu'il a fallu vraiment enclencher des gros dossiers. Mais c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Booster a pu renaître de ses cendres, a pu, pendant une dizaine d'années, pouvoir évoluer, se reconstruire et travailler différemment. Alors, toi, tu étais DG là, tu n'étais oui. pas encore propriétaire dans Non, absolument pas. Moi, j'étais juste DG. Moi, j'ai racheté en 2001, donc. Moi, j'étais rentrée en 2000. D'accord. Et comment tu as trouvé des capitaux pour avoir la boîte? Alors les capitaux... non, la banque ne me prêtait rien, hein, puisque j'avais une main devant, une main derrière, un mari, une maison et un chien. Donc la maison, bien sûr, à crédit. Non, j'ai emprunté de l'argent un petit peu à tout le monde, amis, famille, etc. J'ai racheté ça une certaine somme d'argent. Les 6 premiers mois, je ne me suis pas payée, je n'ai pas pris de salaire. Et puis on a démarré comme ça. On a des clients qui nous ont fait confiance, qui ont continué, qui nous ont dit si tu reprends, nous on te suit. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à redémarrer. Au bout d'un an, voilà, tout allait bien. Il a fallu juste une petite année, mais sans négliger les efforts et sans faire, puisque j'ai encore le souvenir, mon mari m'appelait, me disait, tu rentres manger? Oui, écoute, quelle heure il est? 8h30, dans un quart d'heure, 20 minutes, je suis là. Minuit. Je le voyais arriver avec ma petite poche de McDo, il était minuit moins le quart. Donc c'était... Mais je regrette rien, parce qu'à l'époque, pas d'enfants, c'était sympa. C'était un super accompagnement au niveau de ton conjoint. Ah oui. Je crois que si j'ai réussi dans les affaires, c'est que j'ai eu, depuis 18 ans maintenant, j'ai quelqu'un qui est à côté de moi et quelqu'un de fiable et qui est quelqu'un qui est d'un grand soutien. Bon, ça n'a pas été un long fleuve tranquille.
Non. Tu aimes bien l'expression, je crois. Oui, mais je pense que un jour, je me mettrai, quand je fais les dîners avec mes amis qui sont tous chefs d'entreprise, je pense que nous allons réfléchir à une phrase clé, à une expression, qui pourrait définir ce long fleuve tranquille, qui devient d'un seul coup, en fait, les rivières de... Les chutes du Niagara. Exactement, les chutes du Niagara, et juste, on t'a pas expliqué, au bout, c'est 15 mètres. Voilà. Alors, l'avantage du long fleuve tranquille, c'est quoi? C'est que, les premières années, on prend une coquille de noix parce que c'est tout ce qu'on peut se payer aussi. Hein, voilà. On y va tranquillement. Pas de lumière, rien. Hein, puis il faut y aller la nuit aussi. Hein. Oui. Et en fait, au fil des années, le côté positif, parce qu'il y a toujours un côté positif, c'est que quand on s'accroche et qu'on met quand même un gilet de sauvetage, parce qu'il y a quand même toujours un problème, même si on sait nager, c'est qu'on prend un bateau, parce qu'on prend la réflexion aussi du raisonnement. On se dit que finalement, la coquille de noix, c'est pas ce qui se fait de mieux, donc on essaie de se construire un petit radeau. Hein, et en évoluant comme ça, jusqu'à un bateau, voilà, ça c'est les étapes. Et on arrive à mieux naviguer et à mieux esquiver les problèmes qui pourraient arriver dans la vie d'une entreprise, puisqu'une vie d'entreprise, en fait, elle monte et elle descend. Il ne faut pas rêver, on a des problèmes, on n'en a pas, ça se passe bien. C'est ça, à la base. Et puis, être patron, c'est pas spécialement amusant. Tout le monde pense que c'est super parce qu'on se promène avec des voitures qui sont luxueuses et qu'on gagne de l'argent. Mais je connais des patrons qui travaillent autant que moi et qui ont travaillé autant que moi et qui n'ont pas aujourd'hui une voiture luxueuse et qui en chient. Et ça, c'est ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'on n'a pas la même façon de gérer, le même fonctionnement et les mêmes capacités aussi à se dire que on sait tout faire et c'est là où ça peut être intéressant de se mettre en mode d'analyse. Et de se staffer aussi, peut-être. De se staffer, moi j'ai toujours eu l'habitude de m'entourer de gens... compétents que toi sur certains domaines. Oui, tout à fait, toujours. J'ai presque un avocat pour aller aux toilettes. Ça veut dire que j'ai un avocat pour les cessions, les acquisitions, j'ai un avocat pour le social, un avocat pour tout ce qui est responsabilité. Voilà, il faut, je pense, remettre à juste titre, hein, parce qu'on n'a pas les compétences, on a les réflexions, on a la matière pour donner à un avocat ce qu'il a besoin pour pouvoir vous défendre, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que ces gens-là ont des compétences, au même titre que j'ai des compétences. Spécialité. Exactement. Et ça, c'est ce qu'il faut absolument s'entourer. Alors, on n'a pas toujours les moyens, parce que là aussi, c'est parler comme un livre. Hein. Se dire que finalement, un avocat, ça vaut un bras. Mais je pense qu'il faut s'entourer. Moi, dans les premières années, je m'entourais de syndicats, de choses comme ça, qui m'ont aidé. Pas cher, voilà, qui coûtaient pas cher, parce qu'il y a toujours des solutions et des plans B qui fonctionnent. Ça, les syndicats. Oui, les syndicats sont là pour ça. Alors, on n'est pas toujours bien renseignés par nos experts comptables, par nos conseils quand on démarre sur ce type d'outils, mais c'est des choses qui peuvent être bien sympas, pas très onéreuses et qui peuvent rapporter gros. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Donc ça, c'est une bonne astuce. Quand tu t'es monté, tu faisais avec des syndicats pour que ça ne te coûte pas cher. Exactement. D'accord. Au niveau de ce qui m'a toujours frappé quand j'étais ton directeur commercial, c'est ta faculté à prendre des décisions très rapides. Voilà, c'est sur une décision où moi je vais peut-être tergiverser un petit peu, tu dis non, fais ça, voilà, tac. Et on ne sait pas trop d'où vient la réflexion, on ne sait pas trop d'où vient l'analyse. Tu vas juste me dire aujourd'hui que... Voilà, non, mais voilà, et il se trouve que souvent, très souvent, dans 99% des cas, même si j'imagine que tu t'es déjà trompé, c'est la bonne décision. En fait, pour prendre une bonne décision, c'est le plus compliqué, que ce soit dans notre vie perso, dans notre vie professionnelle. Je pense que déjà, il faut enlever tout l'affectif, parce que c'est ce qui pollue. Toujours, je dis, quand on réprimande la fin de quelqu'un d'autre ou on réprimande le sien, on ne réprimande pas de la même façon. Pourquoi ? Parce que le voisin de côté, son fils, on n'a pas de relation affective, alors que votre enfant, on a ce côté qui fait qu'à un moment donné, on va être plus ou moins dur, hein, parce que c'est pas toujours en partie basse, ça peut monter et on nivelle peut-être par le haut ou par le bas, mais c'est pas juste, ce n'est pas juste. Prendre une décision, pour moi, c'est enlever toute la partie affective. Une fois qu'on a toute la partie affective enlevée, on va faire avantage et inconvénient. Alors c'est très basique et très rudimentaire, mais ça marche. Avantage et inconvénient. Voilà. À partir de là, si dans dans la décision, alors ça va très vite, hein, je comprends quand tu me dis, mais comment en fraction de seconde tu étais capable de faire ça ? C'est aussi les années, puis l'expérience qui fait. Voilà. À force de s'exercer, on prend les bonnes décisions. On prend les bonnes décisions. Et mais puis il faut décider vite. Voilà, il faut décider vite. Alors au début, on décide doucement. Hein, on se fait des petits papiers avec des colonnes et on fait ça qui va bien. Donc avantage, inconvénient. Et si on voit qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, on continue à travailler sur le projet. Et là, on détermine le plan A, le plan B et le plan C. Plan A, si ça se passe bien, ça marche super bien, qu'est-ce qui va se passer ?
en termes de conséquences financières, de travail, de charge de travail, mais ça peut être aussi perso, hein, cette méthodologie, elle peut être... C'est une méthodologie qui est applicable un peu partout partout. Enfin, moi, personnellement, je l'applique à tout ce que je peux fonctionner dans la journée, j'ai cette méthodologie-là. Le plan B, ça ne se passe pas comme prévu. Qu'est-ce qu'on fait? Et combien ça va coûter? Et le plan C, ça se passe mal. Combien ça va me coûter si ça se passe mal? Et est-ce que je suis capable demain matin de pouvoir assumer une charge financière de ce type-là, une charge de travail, une relation, enfin une déception affective? Ça veut dire que ça peut être aussi se dire je vais miser sur un collaborateur et finalement dans le plan B ça se passe pas très bien, mais comment je vais le vivre? Parce qu'il y a toute la partie après derrière. Voilà, c'est vraiment une analyse qui est pragmatique, qui fait qu'à un moment donné, on n'est pas surpris. On est juste un coup, deux coups, trois coups, voire 5 coups d'avance, et on a mis à plat tout ce qui pouvait arriver. On ne part pas sur une théorie en se disant ça va bien se passer, on serre les fesses, ça va y arriver. Alors ça, très clairement, j'ai des amis qui font ça. C'est un peu le problème, ça veut dire qu'à un moment donné, au-delà du raisonnement, de la vraie décision qu'il faut prendre, vient l'ego. Donc ça, c'est un affectif. Ça, c'est juste, à un moment donné, on ne prend pas une décision raisonnée, on ne veut peut-être pas déposer le bilan parce que finalement, tous nos copains vont voir qu'on va déposer le bilan, on ne va pas licencier Toto parce que finalement, les autres vont voir puis il ne va pas vous aimer. Enfin voilà, il y a tout un tas de configurations qui fait qu'à un moment donné, on ne prend pas la bonne décision. Et dans les 10 dernières années, j'ai pu voir pas mal d'amis à moi et de personnes que je connaissais à la tête de sociétés qui étaient florissantes et qui fonctionnaient bien. Et juste parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas su prendre la bonne décision, 2-3 ans après, on se retrouve dans des situations qui sont complètement catastrophiques. Endetté jusqu'au cou. Voilà, parce que la décision, c'est pas le lendemain matin où vous vous levez, où c'est tout explosé. Hein. C'est la mauvaise décision, on s'en rend pas compte, et puis 2-3 ans après, on se rend compte que finalement, on est dans des situations difficiles, on n'a pas de solution, parce que quelquefois, on n'a pas de solution. Et là, juste, si on est objectif, on se rend compte que ce jour-là, c'était pas la bonne décision. Ça, c'est ce qu'il faut assumer. Travail ABC en avant, en amont. ABC et enlever l'affectif. Premier pas, j'enlève l'affectif, je fais quelque chose de raisonné. Et deuxièmement, ensuite, je fais plan A, plan B, plan C. Et une fois que j'ai mis ça à plat sur des feuilles de papier, je suis capable de prendre une décision raisonnée. Et à force de faire ça, tu prends des décisions super rapidement. Exactement. Et tu fais ton ABC. Mais en fait, l'ABC, tu t'en rends même pas compte, en fait. Parce qu'en fait, quand on te dit, ouais, est-ce qu'on fait ça ou on fait pas ça, rapidement, c'est, ok, si je le fais, ça peut être sympa, ça peut avoir notoriété, etc. Combien ça peut me coûter? Ça peut me coûter ça. Voilà, tout ça, c'est balayé en 2 fractions de seconde. Et donc, du coup, c'est intéressant de faire ce travail-là au départ, en amont. Ah, mais puis il faut le faire, et puis il faut le faire tranquillement les premières fois et correctement. C'est comme quand on apprend à écrire, on fait bien les lettres bien rondes, etc. Et tout ça pour finir, nous avons tous une écriture totalement différente, alors que nous avons tous vu sur le tableau de la maîtresse les mêmes rondeurs sur l'écriture. Et quand nous regardons 10 ans après comment nous écrivons, on voit bien qu'on n'avons pas tous... On n'avait pas compris. Il y a juste un moment donné qui a classé... Il y a eu un filtre, quelque chose qui s'est passé. Voilà, qui a séché ce jour-là. Voilà, c'est pareil, ça veut dire qu'il y a la base qui va être transmise et ça sera l'atelier de départ. On fait nos petits machins et puis petit à petit, on va les faire de plus en plus vite et puis plus rapidement. Et puis ensuite, on va faire comme quand on écrit avec notre écriture, donc avec son raisonnement. Voilà. Alors aujourd'hui, si tu devais analyser les facteurs principaux de ta réussite, ce serait quoi? Alors moi, c'est pas la chance. Non, pas la chance parce que sincèrement, quand on peut demander à mon mari éventuellement, oui, non, voilà, non, c'est pas la chance. Je pense que c'est le travail et de l'investissement et tout ce qui va avec. Moi, je dirais aujourd'hui que ce qui a fait que j'ai réussi, c'est que à un moment donné, j'ai pris conscience que j'avais du bon sens. Et croire en son bon sens et en ce qu'on est capable de faire, je crois que c'est déjà 80% du travail qui est fait. C'est chez Club là que tu as pris conscience de ton bon sens? Moi, j'ai pris conscience là de mon bon sens. Et ensuite, chez Club, j'ai appris à le mettre en forme, à l'extérioriser. Et ensuite, quand je suis arrivée chez Booster, je n'ai fait juste que m'amuser. Et cette certitude absolue d'avoir du bon sens, je le répète, c'est quelque chose qu'à un moment donné, il faut arrêter de douter, de se dire je fais bien, je fais pas bien, je vais aller prendre conseil. J'ai toujours pris conseil autour de moi. J'ai toujours écouté, j'ai pas toujours fait ce qu'on m'a dit, mais j'ai toujours écouté. Et ça, c'est la seule chose qu'il faut savoir. Écouter les gens pour savoir ce qu'ils ont à vous dire, parce qu'ils ont de l'expérience, ils sont passés par là, donc on entend. Alors quand tu dis écouter les gens, tu n'écoutes pas la boulanger du coin qui t'essaie de te donner un conseil, tu écoutes des gens chez qui tu vas prendre conseil réellement, et qui ont une vraie compétence dans ce... Tout à fait. Une vraie compétence dans la matière, ça peut être donc un professionnel, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a vécu cette situation-là il y a quelques années,
Et de mémoire, je vais me souvenir que lui, il est passé par là. Puis lui, puis un tel, puis Toto, etc. Et puis on va aller voir ces gens-là pour aller voir un peu le fonctionnement et quelle issue ils ont pu trouver. Même si on entrevoit son issue, le tout c'est de se dire est-ce que je suis bien sur la bonne voie et je ne vais pas perdre 2 mois ou 3 mois à faire un raccourci. Ouais. Parce que je suis une vraie feignasse. Hein. Non, mais c'est important aussi, je pense, et j'en prends pas mal dans le blog, de trouver des gens justement de bons conseils. Voilà. De bons conseils et qui sont rationnels, parce que tout le monde est de bons conseils et tout le monde a toujours envie de conseiller les autres. Moi, je dis toujours aux gens qui sont proches de moi et qui me demandent conseil, je dis, je ne suis pas là pour te conseiller, je suis juste pour t'exprimer un avis. Il y a une grande différence à ça. J'exprime un avis, il faut juste l'entendre et se dire que finalement, ça peut avoir un peu de sens. 10% de ce que je suis en train de dire peut être bon demain matin, après réflexion. Et déjà, là, c'est un bon point. Donc ça, c'est ce qui a fait que j'ai pu bien fonctionner. Alors bien sûr, la rigueur et le travail de fond, bien entendu, ça je crois que c'est... Tu dis que tu es une feignasse, justement, tu as dû quand même vraiment, en termes de discipline, vraiment t'autodiscipliner fortement. Alors, moi je suis une feignasse parce que je trouve toujours un moyen d'aller plus vite ou de prendre des raccourcis. D'accord, donc c'est une qualité pour moi. Pour toi c'est une qualité, mais pour moi c'est une forme de fainéantise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qui me sert, que j'ai appris avec les années à faire devenir un atout qui va bien. Ça veut dire que dans la société, quand je vois que quelqu'un perd beaucoup trop de temps à faire un certain travail, je vais leur développer un petit programme qui va faire que demain matin, ils iront 2 fois plus vite. Ça, c'est mon côté feignant où je me dis, on pourrait le faire comme ça, mais si on va plus vite, pourquoi je préfère qu'ils aillent boire un café plutôt que de passer un temps fou à faire certaines opérations qui en plus de ça sont rébarbatives. Hein, c'est pas ce qui se fait de mieux. C'est pas épanouissant. Non. Pour la personne, pour le personnel. Absolument pas. Et puis ensuite, il y a une grande qualité que j'ai, c'est que, et je l'ai fait comme tout le monde et je pèse mes mots quand je dis ça, j'ai démarré en faisant ça, je ne me trouve pas des excuses quand je n'arrive pas à faire quelque chose. Tu as une responsabilité totale quand tu entreprends quelque chose. Je fais quelque chose. Mon engagement est total. Mon engagement est total. Et si il n'est pas mené à bien ou il est négatif, c'est ma faute. De là, je dois en tirer la bonne leçon de vie. Pourquoi, à un moment donné, l'idée que j'ai eue, il y a 2 mois, ne fonctionne pas aujourd'hui? Parce que je n'ai pas su mettre les moyens qu'il fallait, parce que je ne me suis pas entourée de qui il fallait. Mais de quoi qu'il en soit, on peut en trouver comme ça sur les 10 doigts de la main. Et les gens en général qui savent ça, dire toujours c'est pas ma faute, c'est parce qu'il fait mauvais, etc. Ils ne progressent pas et c'est douloureux hein, que les choses soient claires, parce que j'étais moi-même comme ça en me disant c'est pas ma faute, hein. J'ai un client de merde. Et je dis toujours depuis maintenant plus de 20 ans, on n'a que les clients qu'on mérite. Il y a quelques fois je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu quand même, mais bon c'est... Ouais, il y a une phrase, je ne sais plus de qui elle est, qui dit il faut bénir le client difficile parce que grâce à lui on progresse. Tout à fait, tout à fait. Et ça, je crois que c'est important de se dire, à un moment donné, je n'ai pas passé mon permis, je ne suis pas partie en vacances, mais parce que tout simplement, à un moment donné, je ne me suis pas donné les moyens. Et savoir se faire mal, c'est une grande chance dans cette vie. C'est une chose qu'on n'apprend pas à l'école. Hein. On l'apprend avec de la chance en travaillant, mais certaines personnes arrivent à 50, 60 ans et ne savent toujours pas ce que ça peut donner. Savoir se faire mal, c'est la première qualité d'un bon dirigeant. Pas spécialement mon dirigeant, mais d'un bon individu. Savoir se faire mal parce qu'à un moment donné, sa maison est en bordel, il faut la ranger, parce que dehors, il faut aller tondre la pelouse, parce qu'il faut aller faire des courses, ou parce que si, ou parce que mi, et parce que dans son travail, il faut rester jusqu'à 21h, etc. Voilà. Savoir se faire mal, c'est le début de la réussite, de se dire, je ne me trouverai pas d'excuses, parce que de toute façon, j'aurais fait tout ce qui est possible de faire à mon niveau pour que ça réussisse. Et si ça ne réussit pas, c'est que mon idée, elle était mauvaise. Et il n'y a pas de honte à ce qu'une idée soit mauvaise. Ou tout simplement parce que ce n'était pas le moment, ce n'était pas l'heure. Mais au moins, on s'est donné tous les moyens. Après, si ça ne marche pas, j'ai eu plusieurs exemples avec toi. Souvent, quelque chose ne fonctionne pas. Tu vas quand même persévérer, parce que tu es quand même très persévérante, mais avec un angle différent. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est vrai que... le plan B, le plan C. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu as défini à l'avance. Tout à fait. C'est-à-dire que tu persévères, jusqu'à un certain point évidemment, tu t'entêtes pas, non. Mais tu persévères avec des angles différents que tu t'es défini toi, et ensuite, voilà, si ça marche vraiment pas, ça marche pas. Et si ça marche, tant mieux, on continue. Tout à fait, mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout des choses. Après prendre les décisions, encore une fois, je pense qu'on peut me reprocher mon mauvais caractère dans cette structure, ma façon de fonctionner, ou quelquefois mon manque de délicatesse, mais on ne pourra jamais me reprocher mon manque de décision.
Quand il a fallu prendre des décisions sur des effectifs, je pense les avoir prises. Alors peut-être un peu plus tardivement ou un peu plus trop tôt, ça peut arriver aussi. Mais je pense que je les ai prises en âme et conscience et en me disant que c'était dans l'intérêt de la structure. Tout à fait. Et c'est ce qu'il faut. Il faut toujours garder à l'esprit l'intérêt, pas son intérêt, mais l'intérêt de la boîte et pas son confort. Parce qu'en fait, si on veut vivre en confort en tant que patron, en fait, on ne licencie pas. Hein, parce que moi, la première, j'ai horreur de licencier, que les choses soient claires. J'ai horreur de réprimander. Voilà, j'ai horreur de réprimander les gens. J'ai horreur de leur mettre des avertissements. Enfin, voilà, tout ça n'est de confort pour personne, à part celui qui prend un malin plaisir. Mais ils sont très peu, que les choses soient claires. Ils sont très peu. Après le reste, tout le monde a l'impression que le patron a envie. Mais non, le patron, il a juste envie de lui aussi vivre tranquillement et en confort et que tout le monde fasse le boulot pour lequel il est payé. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est ça qui est compliqué. Non, pas souvent. Et c'est ce qui génère des problèmes et des dysfonctionnements en interne. Parce que si vous laissez juste un individu dans une structure ne pas faire son travail correctement, ne pas être comme il faudrait, ne pas respecter les règles de vie... Pourri le bassin. Bien sûr, parce que tout le monde va se dire, mais pourquoi lui aurait-il le droit et moi pas? Et dans ces cas-là, le raisonnement est humain et logique, même si nous ne sommes plus dans une cour de récréation et nous ne sommes plus avec maman en train de faire des gâteaux. Mais l'humain a ce fonctionnement-là. Donc, on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir une certaine justesse. Mais un caractère un peu spécial. Un caractère. Ah. Merci beaucoup Maïté pour cette... Avec grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt.